Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Marie Cunier et je suis ravie de vous recevoir dans le podcast Learn and Enjoy. Dans chaque épisode, je vous propose d'analyser les usages et technologies du digital learning qui permettent de créer une expérience apprenant engageante et efficace. Avec des experts et professionnels du monde de la formation et de l'éducation, nous décoderons ensemble les bonnes pratiques qui marchent et les outils et méthodes qui permettent de transformer l'expérience d'apprentissage pour créer un effet waouh auprès des apprenants. Laissez-vous inspirer ? Bonjour à tous! Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie Regat, qui est ingénieure pédagogique freelance. Au cours de son parcours professionnel, Stéphanie a eu l'occasion de concevoir plusieurs MOOC. Avec Stéphanie, nous allons voir quels peuvent être les ingrédients d'un bon MOOC et comment rendre les MOOC engageants pour éviter que l'apprenant ne décroche. Bonjour Stéphanie et bienvenue! Bonjour Anne-Marie! Je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode. Ensemble, nous allons donc échanger sur ton expérience de la conception des MOOC et comment faire en sorte qu'un MOOC soit engageant. Super, parfait. Mais donc, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, quel est ton parcours et ce que tu fais au quotidien ? Alors, écoute, moi j'ai un parcours qui date un peu. Je travaille depuis le début de ma carrière. J'ai toujours travaillé dans des lieux de formation, mais toujours un peu à la marge en fait. C'est-à-dire, j'ai travaillé à l'université dans un département de santé publique, mais moi j'étais pas vraiment sur les activités d'enseignement. J'étais chargée de projet sur des questions d'observation de la santé. Mais comme c'était quand même l'activité principale, c'était quand même l'enseignement, forcément je participais un peu de temps en temps à faire des cours, à contribuer un petit peu à l'organisation du service. Et puis après, j'ai travaillé dans une agence sanitaire, dans un département qui s'appelait développement des compétences. Donc du coup, là encore, dans un lieu de formation, mais on était plutôt sur du pilotage ou de la coordination. Du coup, moins les mains dans le cambouis de la création de parcours de dispositifs. Et puis à un moment donné, je me suis dit quand même, il faut que je crédibilise un petit peu mon parcours sur ce sujet de la formation. Et en 2013, la quarantaine arrivant, je me suis dit qu'il était temps que je me forme sur ces sujets-là. Donc du coup, j'ai cherché un master et comme j'avais déjà cette envie d'aller vers le digital, j'ai cherché un master d'ingénierie pédagogique multimédia et j'ai choisi celui de Lille. Donc j'ai suivi entre 2013 et 2015. Et puis donc dans ce cadre-là, puisqu'on va parler des MOOC, c'était la période de l'explosion des MOOC, et moi j'ai fait mon mémoire de master sur ce sujet-là, et j'ai piloté la mise en place d'un MOOC dans l'agence dans laquelle je travaillais. Et puis donc suite au master, j'ai changé de poste et j'ai travaillé pendant 4 ans au Centre national de la fonction publique territoriale, qui est le gros organisme de formation des fonctionnaires territoriaux, à la direction de l'offre numérique, donc avec l'idée de digitaliser une partie du catalogue de formation. Voilà. Et puis l'envie d'être indépendante me titillait depuis longtemps, et donc du coup depuis là, le début d'année 2021, je suis à mon compte. Et donc je travaille, on va dire que j'ai, je dirais 3 axes de travail. J'essaye d'avoir cette idée d'avoir 3 briques quelque part, d'avoir une brique conseil, où finalement j'accompagne des organismes de formation dans la digitalisation de leurs activités de formation, soit sur un volet un peu stratégique, soit en termes d'ingénierie de formation et d'ingénierie pédagogique. Je fais assez peu de conception. Un autre axe qui est autour de la formation de formateurs, formation de futurs ingénieurs pédagogiques. Et un dernier axe qui n'est pas très développé, mais sur lequel j'aimerais travailler, mais le temps fait que c'est pas si simple, qui est un axe un peu média, je sais pas très bien comment l'appeler. Mais donc du coup, j'essaye de développer une newsletter avec des chroniques hebdomadaires, et j'aimerais bien développer un podcast, mais tout ça, c'est encore à l'étape de projet, parce que le planning faisant que c'est pas si simple de tout caser. Voilà, pour faire court. En tout cas, ta newsletter, elle est vraiment très intéressante. Moi, je prends toujours beaucoup de plaisir le jeudi à la recevoir et à la lire. Ah écoute, je te remercie. L'idée, c'était vraiment de le faire sous forme de chronique et pas sous forme d'article très poussé ou très... Voilà, c'était un petit peu l'idée, quoi. Très bien. Écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, alors, on entend parfois parler de MOOC, de SPOC, de Cook. Donc, est-ce que tu peux déjà nous dire quelle est la différence ?
Alors, comme, comme tu l'imagines bien, comme tu le sais, la sémantique dans notre petit monde de la pédagogie digitale, c'est un sujet à part entière. Et on aime bien inventer des nouveaux termes à certains moments, en ayant l'impression parfois qu'on est très innovant. Celui qui est effectivement le plus innovant dans l'affaire, c'est effectivement le MOOC. L'idée du MOOC, c'est de proposer des cours en ligne gratuits, ouverts à tous. Et du fait de cela, c'est des cours qui sont potentiellement suivis par beaucoup de monde et qui sont du coup massifs. Puisque, si je reviens au départ, le MOOC, c'est un acronyme qui veut dire Massive Open Online Course. Vraiment l'idée de proposer des cours à tous qui potentiellement peuvent être très largement suivis. Donc ça, c'est le MOOC et c'est ça la nouveauté qui est arrivée donc en 2012-2013 en France. Et à partir de ces dispositifs-là, on les a déclinés en SPOC quand certains se disaient faire un MOOC c'est bien, c'est pour la terre entière, c'est sur Internet, mais moi je voudrais le mettre à disposition d'un groupe plus restreint pour lequel, dont je sais qui sont les apprenants et que je vais inscrire. Et donc du coup, on a parlé de SPOC avec l'idée que le SPOC c'est un Small Private Online Course, donc c'est un cours privé en petits groupes, avec l'idée de se dire je reprends les mêmes contenus, les mêmes séquences, mais par contre je peux ajouter des activités particulières parce que je suis en plus petit comité, je dirais. Et puis après, d'autres se sont dit moi je pourrais aussi réutiliser ces contenus MOOC, mais au sein de mon entreprise, auprès de l'ensemble de mes collaborateurs. Et dans ce cas-là, on va parler de Cook, avec le C, c'est corporate. Très honnêtement, je crois pas qu'on utilise encore Cook aujourd'hui. Je suis pas sûre que ce soit encore très utilisé. Et le mot SPOC, il est un peu galvaudé parce que finalement, aujourd'hui, parfois, on parle de je vais faire un SPOC. Mais un SPOC, qu'est-ce que c'est d'autre qu'un cours e-learning auto-formatif si ça ne vient pas d'une déclinaison d'un MOOC? Si je décide de faire un cours en ligne pour un petit comité que j'inscris sur une plateforme, bon, c'est un e-learning quelque part. Voilà, donc c'est pour ça que ces différents termes, c'est pas toujours aussi évident. Sachant que vraiment la nouveauté, alors qui n'est plus une nouveauté aujourd'hui, mais qui était une nouvelle en 2012-2013, c'était vraiment le MOOC. D'accord, donc le MOOC qui est gratuit et qui s'adresse à énormément de personnes, c'est ça? Donc c'est ça la particularité, c'est que c'est un cours du coup qui touche beaucoup de personnes. Oui, qui potentiellement peut toucher beaucoup de personnes parce qu'il est gratuit, parce qu'il est ouvert à tous, parce que il n'y a pas de prérequis imposés, c'est-à-dire qu'on peut très bien dire ça peut très bien être un cours très spécifique sur un domaine pointu et on peut très bien dire attention, il est préférable que vous ayez des connaissances en physique-chimie, je dis n'importe quoi. Mais pour autant, on interdit à personne de s'inscrire. Donc, quelqu'un qui va être intéressé par ce domaine-là sans être expert en physique-chimie, il peut toujours s'inscrire, quoi. Donc, il rentrera dans le nombre d'inscrits. Est-ce qu'il ira au bout? Pas sûr, mais en tout cas, potentiellement, il peut, quoi. On va pas lui interdire l'accès. Et donc, quels sont pour toi les ingrédients d'un bon MOOC? Alors, les ingrédients d'un bon MOOC, alors, je dirais que ce sont les mêmes que pour... enfin, en partie, ce sont les mêmes que pour toute formation digitale aujourd'hui, c'est-à-dire des ressources de qualité, c'est-à-dire des ressources variées. Alors, il faut savoir que les MOOC qui se sont construits avec cette image, et c'est encore vrai aujourd'hui, sur cette image de liste de vidéos, un petit peu. Un MOOC, c'est un ensemble de vidéos avec 3 quiz. C'est un petit peu l'image qu'on a des MOOC encore, enfin, aujourd'hui, et peut-être encore plus aujourd'hui, parce que comme c'est quelque chose qui est moins à la mode, on est resté un petit peu sur ces schémas-là. Mais pour autant, rien ne nous oblige à ne faire que des vidéos. On peut très bien proposer d'autres types d'activités et on sait par ailleurs que la formation à distance, elle fonctionne si on alterne les activités et les ressources. Donc, évidemment, on peut tout à fait proposer de l'audio, des choses à lire, des infographies. Voilà, donc ça, on va dire que ça, c'est un principe un petit peu de base de n'importe quelle formation digitale.
Dans les autres ingrédients, moi, ce qui me semble peut-être important en termes d'ingénierie, et c'est lié justement à cette idée de massif, parce que du coup, qui dit massif dit euh, public très hétérogène. En général, c'est le cas parce qu'on va avoir des gens qui vont découvrir une thématique, qui ont envie de savoir un petit peu euh, ce qu'il y a derrière cette thématique-là. Et puis à l'inverse, il y en a d'autres qui vont être hyper experts, mais qui vont venir chercher un petit point en particulier, ou savoir s'ils sont à jour de leurs connaissances, ou savoir s'il y a des choses qui leur ont échappé. Et donc, du coup, en termes d'ingénierie, il faut penser à ces différents publics. Il faut se dire, il y en a, ils auront besoin d'avoir que l'essentiel, et d'autres, il va falloir leur en donner un peu plus. Et du coup, sur chaque séquence, se dire, alors celui qui va vite, il faut lui donner, il faut à un moment donné qu'il se repère et qu'il ait l'essentiel, qu'il ait beaucoup de synthèse, des éléments un petit peu visuels. Et pour celui qui va être plus expert, et ben quelque part, il faut pouvoir lui donner des éléments pour aller plus loin, lui donner accès à des ressources spécifiques, etc. Donc ça, je pense que c'est important. Euh, et puis, euh, et puis, essayer autant que faire se peut d'encourager la discussion à travers, parce que les plateformes de MOOC disposent en général d'un espace de discussion, de forum, encourager le plus possible ces interactions, parce que c'est aussi garant de l'engagement des personnes. Donc ça, c'est effectivement important. Dans la différence par rapport à d'autres dispositifs, il y a, je pense, le fait que les gens sont vraiment très isolés. C'est-à-dire que quand ils s'inscrivent à une formation, à un parcours en ligne par le biais de leur entreprise ou, je sais pas, de leur école, ils sont quand même un minimum encadrés. Là, c'est pas le cas, donc il faut pas hésiter à produire des ressources d'accompagnement, des calendriers, des plannings, des petites méthodos, parce que potentiellement il y a des gens qui sont inscrits à ce moment-là parce qu'ils ont entendu parler d'une thématique, se sont dit ah tiens ce serait intéressant pour moi, mais qui n'ont pas du tout l'habitude de la formation en ligne. Donc ça veut dire qu'il faut les aider quoi, les aider à cheminer dans le parcours. Et voilà, ça c'est aussi des ressources qui sont importantes pour faciliter voilà, le suivi des apprenants. Oui, donc justement, les MOOC peuvent rencontrer des difficultés d'apprentissage, comme tu viens déjà un peu de l'évoquer. Donc j'imagine qu'il faut aussi beaucoup d'autodiscipline, que ça manque d'interactivité un peu quelque part. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour contourner ces difficultés d'apprentissage, justement? Alors oui, en effet. Et puis, alors il faut savoir que s'inscrire à un MOOC, c'est un petit peu comme prendre une carte, la carte d'une société dans un salon professionnel. Il n'y a aucun engagement derrière. On clique sur un lien et on dit OK, je m'inscris. Et c'est tout. Et donc du coup, et personne, notre employeur va rien nous demander. Enfin, personne va rien nous demander, quoi. Donc forcément, ça nécessite d'avoir et ben effectivement de l'autodiscipline et de savoir pourquoi on y va. Et il faut savoir d'ailleurs qu'entre le nombre de gens qui s'inscrivent sur une plateforme et le nombre de gens qui participent au premier cours, souvent on a déjà perdu 30-40% des gens. Parce que les gens se sont inscrits, c'est tellement facile. On s'inscrit, on clique sur un lien, basta. Donc forcément, c'est parfois, même si effectivement l'équipe a envoyé des relances ou des notifications pour lancer du coup le MOOC. Pour autant, les gens ont oublié, ont passé à autre chose, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a, il y a effectivement nécessité d'être vraiment attentif à ces questions-là. Et ce que je disais sur accompagner le parcours par des ressources d'accompagnement, c'est effectivement des points qui peuvent aider les apprenants. Ensuite, bah, en effet, les interactivités, elles sont rarement imposées. Donc, on demande aux gens d'échanger, de se présenter, de participer à des activités. Mais ça dépend beaucoup d'eux. Et c'est vrai que ce qu'on remarque de manière générale, c'est que les activités collaboratives, elles n'engagent pas une proportion d'apprenants très importante. Les gens qui suivent des MOOC sont souvent des gens qui viennent chercher quelques infos qui viennent pas forcément faire l'intégralité du parcours. Et d'ailleurs, enfin moi j'insiste là-dessus parce que
quand on a notre vision, notre casquette concepteur, et du coup, on crée ce type de dispositif, qu'est-ce qu'on veut? On veut que les gens, ils s'inscrivent, ils suivent le module 1, ils fassent l'activité 1, ils suivent le module 2, et ils aillent jusqu'au bout, jusqu'au module 4, ils fassent l'évaluation. Enfin, en fait, ils fassent l'intégralité du parcours. Ça, c'est le côté concepteur. Et le concepteur, il fait tout pour qu'en effet, la personne soit encouragée à suivre ces étapes-là. Sauf qu'en fait, si on se place du point de vue apprenant, peut-être que le module 3, il s'en fout, il connaît déjà. Lui, ce qu'il veut, c'est avoir le point particulier qui est abordé au module 2. Et il va peut-être aller voir que ça, et c'est OK, c'est pas grave. Et ça, c'est toujours une difficulté pour le concepteur d'accepter qu'il y ait des gens qui viennent piocher. Et c'est pas forcément parce qu'ils ont pas forcément abandonné. Alors, il y en a forcément qui abandonnent, hein, parce que manque de temps, organisation, etc. Mais il y en a, ils viennent juste chercher quelque chose. Et finalement, en allant trouver ce quelque chose, ils ont répondu à leur objectif de départ, quoi. C'est vrai que du coup, en tant que concepteur, il faut accepter cette notion de picorage. Je ne sais pas si ça se dit picorage, mais en tout cas, d'aller chercher les éléments qui vont répondre à un besoin à un moment donné, quoi. C'est ça la formation, hein, c'est d'avoir accès à quelque chose dont on a besoin au moment donné, quoi. Et ben justement, c'est un peu ce comportement, c'est un peu ce que je fais. Moi, j'aime bien m'inscrire à des MOOC, mais je ne suis pas tout. Je suis des morceaux, en fin de compte, des vidéos qui m'intéressent ou des parties qui m'intéressent plus spécifiquement, quoi. C'est ça. Et donc, en termes d'ergonomie, je pense que l'ergonomie, elle est aussi importante pour éviter que l'apprenante décroche. Donc, est-ce que tu as des petits conseils à donner? Je pense, par exemple, à une petite barre de progression ou aussi peut-être des mails de motivation envoyés régulièrement. Comment tu faisais, toi, quand tu concevais des MOOC, justement, par rapport à ça? Alors, sur cette question, on a une problématique qui est celle de la plateforme de diffusion. C'est central quand même, hein, parce que ce que je disais tout à l'heure sur la diversité des ressources et le fait qu'il y ait beaucoup de vidéos, c'est aussi parce que les plateformes de diffusion actuelles des MOOC encouragent la mise à disposition de vidéos. Puisque la problématique des MOOC, c'est que c'est le côté massif. Donc ça veut dire que les plateformes qui diffusent les MOOC, elles doivent faire en sorte de pouvoir être accessibles par un nombre important de personnes en même temps. Donc ça limite les plateformes disponibles pour ça. Et par ailleurs, il y a des plateformes typées MOOC. En France, il y en a principalement 2 en France, c'est France Université Numérique, qui est du coup la plateforme française académique de diffusion des MOOC. Et puis, il y a un certain nombre d'organismes qui sont aussi sur Coursera, qui est une autre plateforme vraiment estampillée MOOC. Et c'est vrai que l'avantage de ces plateformes, c'est que ce sont les dispositifs qu'elles diffusent. Donc, ils ont une force de frappe en termes de communication. Ils ont des plateformes qui sont malgré tout assez solides et qui supportent du coup le fait qu'il y ait beaucoup de monde en même temps. Ils ont des modalités de suivi et d'attestation qui sont vraiment importantes. Donc du coup, c'est vrai que la plupart des MOOC sont souvent faits sur ces plateformes-là. Et pour répondre à ta question sur l'ergonomie, en tant que concepteur, on n'a pas vraiment la main sur l'ergonomie de la plateforme. On peut réfléchir un petit peu sur l'ergonomie des ressources, mais de la plateforme en elle-même, on est assez limité. Et c'est un vrai sujet parce que en effet, il y a sûrement des choses à faire en termes d'ergonomie pour faciliter l'intérêt, le suivi, le fait de revenir la semaine suivante et le fait de proposer des choses qui soient engageantes, jolies. Et c'est vrai que ces plateformes sont pas forcément super sexy au premier abord, quoi. Et c'est ce qui fait sans doute aussi le côté un peu académique du MOOC encore aujourd'hui. Moi, le premier que j'ai eu à réaliser, on l'a fait sur Moodle, sur un espace Moodle qui a été conçu pour être un espace de MOOC. Et c'est vrai que quand on connaît la plateforme Moodle, le MOOC qu'on a conçu, on reconnaît pas la plateforme, quoi. Mais malgré tout, on n'était pas en capacité d'accueillir 10 000 personnes. On a eu, je sais plus, 2500 personnes, ce qui était déjà beaucoup. Il y avait toujours des risques de bugs à certains moments.
Donc, bon, je sais qu'il y a certaines plateformes, d'autres plateformes qui aujourd'hui existent sur ces sujets-là, et je sais que effectivement il y a un travail qui est fait sur cette problématique de l'ergonomie, mais voilà, faut savoir qu'il y a ces limites-là. Alors oui, bien sûr, les barres de progression, c'est effectivement aidant, le fait de savoir où on en est quand on revient. Et de pas rebalayer l'ensemble des ressources. Euh, Nous, je sais qu'on avait essayé de mettre en place des badges, alors pas des badges d'évaluation, mais des badges de suivi des modules. J'ai suivi tel module, clac, j'ai un badge qui se déclenche et je fais en sorte que tout le monde voit que j'ai ce badge qui se déclenche. C'est un côté un petit peu, voilà. Est-ce que ça a marché? C'est difficile à évaluer en vrai, hein. Et puis on était du coup sur un parcours avec moins de monde que ce qu'on pourrait imaginer sur les MOOC plus classiques. Mais on avait essayé effectivement de mettre en place ces petits tips pour faciliter l'engagement. Ouais. Et justement, les badges, est-ce que ça permet de motiver les apprenants? Parce que du coup, quand tu gagnes un badge à la fin de chaque séquence, tu peux avoir envie de continuer. Est-ce que, selon toi, ça peut contribuer du coup à rendre le MOOC un petit peu plus engageant? Bah, tout dépend ce qu'on entend derrière cette question de badge, parce que, alors pour le coup, dans l'expérience que j'ai, les badges, ils valaient rien en tant que tels. Tu sais, aujourd'hui, il y a des badges qui derrière donnent lieu à des métadonnées qui permettent de justifier qu'on a acquis telle et telle compétence. Nous, c'était pas du tout le cas, c'était plus un truc visuel pour donner envie, quoi. C'était un petit truc visuel quelque part. La possibilité de faire des badges au sens certification de compétences. Pourquoi pas? J'avoue que je ne l'ai pas vu récemment mais ça peut-être que ça existe, mais sans doute. En tout cas, ce qu'il faut voir, c'est que il y a à la fois, comme on le disait tout à l'heure, des gens qui viennent picorer, et puis il y a aussi des gens qui sont très intéressés par l'attestation, puisque en tout cas sur les plateformes de MOOC classiques, il y a une attestation à la fin, qui est une attestation qui en tant que telle, vaut pas grand-chose. C'est juste une attestation de suivi qui dit que, de un, la personne, elle a suivi le cours et qu'elle a eu, alors je vais parler de fun, qu'elle a eu 50% de bonnes réponses à chacun des quiz de fin de semaine du MOOC. On va dire traditionnellement, c'est un petit peu comme ça que c'est calculé, même si il y a des choses un petit peu diverses et variées, mais voilà, en général, c'est ça. Ça peut paraître un petit peu pour certains, ils en ont aucun intérêt finalement parce qu'on peut pas le vendre en termes de formation continue. Alors on peut parfois le mettre sur son profil LinkedIn. C'est un côté visibilité et pourquoi pas. Et ça peut être effectivement intéressant. Et il y en a certains qui sont effectivement hyper attachés à ça, quoi. Ici, on déclenche l'attestation avec 3 jours de retard. On a des tas de mails donc on se rend compte que cette notion d'attestation et du coup, pourquoi pas de badge, parce que cette attestation, elle pourrait être mise en place sous un format badge. Ce serait d'ailleurs, à mon avis, plus intéressant parce qu'on saurait derrière quelles compétences la personne est là. Alors, elle a acquise. Bon, en termes de compétences, je ne sais pas si on peut parler de compétences, mais bon, bref, on pourrait savoir effectivement ce qu'elle a appris. Pourquoi pas? Ça pourrait être intéressant, ouais, ça pourrait être une sorte de carotte. Ça pourrait être une sorte de carotte. Après, c'en est une parmi d'autres. Moi, j'ai le souvenir, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, de quelqu'un qui disait, impossible de retrouver qui avait dit ça, qui avait dit les MOOC, ça marcherait bien si c'était une sorte de feuilleton pédagogique. Et moi, j'ai toujours gardé un peu ce truc-là en tête parce que je trouve que c'est super intéressant. Enfin, aujourd'hui, dans le monde des séries, etc., c'est comment on propose des petits leviers pour donner envie de revenir la semaine suivante, quoi. Et je trouve que ça, c'est intéressant à réfléchir. Oui, je suis complètement d'accord avec toi, oui. C'est un autre levier, quoi. Je veux dire, donc tout dépend aussi de la motivation qu'a la personne à suivre le MOOC, quoi, ce qu'elle va chercher quelque part. Et si elle est attachée, comme tu dis, à avoir une preuve qu'elle a réussi, quoi. Et donc, on a beaucoup parlé, on va dire, du pendant le MOOC, mais j'imagine que la communication avant le MOOC et la communication après, c'est aussi quelque chose qui est important. Ouais, c'est super. Ça fait partie des ingrédients. Ça fait complètement partie des ingrédients par rapport à ta question du début et qui est souvent pas assez utilisé.
Alors pourquoi je ne sais pas, parce que c'est le monde institutionnel et académique et que il y a moins d'appétence ou en tout cas ou de je ne sais pas. Mais c'est un vrai sujet parce qu'en effet, pour que ça fonctionne bien, il y a ce côté événement, quoi. Ce côté lancement, on va lancer un dispositif nouveau sur un sujet qui va intéresser du monde. Et en tout cas, la communication avant, elle est fondamentale et elle doit être, on doit utiliser tous les canaux possibles pour le faire et pas uniquement les canaux de l'université machin et ceux finalement qui marchent le mieux. Et depuis le début, c'est ceux qui ont bien compris ça. Quand on regarde celui, alors je ne sais pas si c'est encore celui qui a été le plus suivi, mais celui de Cécile Dejoux sur du CNAM et son MOOC sur du manager au leader, qui a vraiment été un gros succès français. Elle a vraiment travaillé énormément le côté communication et c'est effectivement hyper important de pouvoir donner à voir ce qui va être promis, alors on fait des teasers parce qu'il y a toujours mais les teasers sont pas toujours faits de manière assez engageante. Le teaser, il doit vraiment donner envie, donc il faut vraiment le penser avec cette vision communication qui parfois fait défaut aux équipes. Mais je pense qu'en effet, c'est vraiment hyper important d'organiser une sorte de lancement. On lance un événement, c'est un MOOC, on démarre tous ensemble et du coup, ça crée une émulation aussi pour les gens qui vont démarrer ensemble et qui vont pouvoir se présenter ensemble et faire les premières activités ensemble. Parce qu'il y a un point dont j'ai pas parlé au départ, c'est que aujourd'hui, finalement, il y a beaucoup de MOOC qui sont ouverts tout le temps. Et on peut s'inscrire et il n'y a pas forcément un début et une fin. Ils sont ouverts à la demande. Euh, Moi, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Et je pense qu'au contraire, on a tout intérêt à ce que il y ait un début, tous ensemble, et qu'on chemine tout au long du parcours ensemble. Et aujourd'hui, on entend, ça me fait toujours un peu sourire, le monde de l'infoprenariat qui redécouvre les cohortes et qui dit ah bah ça c'est vraiment une nouveauté, on va mettre en place des cohortes. Mais sauf qu'en fait, les MOOC du début, c'était ça l'idée. C'était de se dire, on part tous ensemble et le cours, il a un début et une fin. C'est pas des ressources éducatives libres. C'est vraiment un cours avec un début, une fin, une progression pédagogique. Et du coup, voilà, je pense que ça, c'est effectivement important. Et pour lancer la cohorte, eh ben oui, la communication, c'est fondamental. Et donc ça, c'est pour avant. Pendant, il y a une communication auprès des apprenants, hein, qui est par le fait de pouvoir envoyer des mails réguliers. Et puis après, parce qu'un organisme qui va lancer un MOOC, il investit quand même. Ça coûte pas rien de monter un MOOC. Donc, il a quand même tout intérêt à capitaliser pour le lancer une deuxième fois, pour le diffuser une deuxième fois. Et là, c'est aussi souvent un travers qu'on voit, c'est que on fait parfois quand même pas mal on met en place de la communication sur le premier, puis après, on lance le deuxième, puis on oublie, quoi. Mais effectivement, on pourrait se dire, bah, finalement, si on pourrait éventuellement avoir des témoignages de gens qui l'ont suivi la première saison, qui peuvent du coup en parler, dire ce que ça leur a apporté. On pourrait penser à plein de choses en termes de communication. Et oui, c'est un peu oublié, souvent. Mais c'est un vrai sujet, ouais. Ouais, donc à repenser en fin de compte. Comment penser le parcours apprenant dans un MOOC Oui, du début jusqu'à la vraie fin, quoi. jusqu'à la vraie fin. Et puis oui, et puis ensuite transformer les apprenants qui ont suivi ce MOOC en ambassadeurs pour qu'ils puissent justement témoigner, pour donner envie à d'autres de faire partie de la promo d'après, quoi. C'est oui, puis on retrouve en plus l'idée du feuilleton que tu disais dans le lancement, parce que sur Netflix, quand il y a des lancements de nouvelles séries, tu as des teasers, tu as des bandes annonces, on communique plusieurs fois sur la date de sortie pour donner justement envie de regarder cette nouvelle série. Et là, le MOOC, quelque part, c'est pareil. On peut très bien imaginer des séquences de mails pour communiquer sur ce lancement et donner envie aussi de s'inscrire et être là le jour J, au moment où il va être lancé, comme tu dis, pour que ce soit lancé tous ensemble. Après, j'imagine qu'on ne peut pas prévoir une classe virtuelle de lancement, comme tu disais, pour que tout le monde soit là en même temps, si tu crois que c'est possible? Aujourd'hui, si, ça se fait de plus en plus. Alors, des classes virtuelles de lancement, j'en ai pas vu.
encore. Par contre, des classes virtuelles pendant le MOOC, ça se fait maintenant en effet. Et ça d'ailleurs, c'est un ingrédient aussi possible pour diversifier les ressources d'un MOOC. Alors, je l'ai vu plus souvent en fin de MOOC pour clôturer, où finalement on va encourager les apprenants tout au long du dispositif à poser des questions à un expert. Puis finalement, à la fin, il va y avoir une sorte de restitution, enfin de réponse aux questions et d'échange avec l'expert en question via une classe virtuelle. Mais ça pourrait être effectivement, pourquoi pas, organisé en format lancement, pourquoi pas. Pourquoi Oui, pour pas. que ça fasse un peu événement. Pour que ça fasse événement. Je pense que ces compétences, elles arrivent aujourd'hui, mais ces compétences de communication, de marketing, de formation, c'est quand même encore récent dans les organismes qui créent des MOOC. Il faut avoir ça en tête et du coup, il y a sûrement encore plein de choses à penser sur ce type de dispositif. Ouais. Très bien Stéphanie, bah écoute, on va arriver à la fin de l'épisode. Donc pour conclure, une dernière question. Donc c'est vrai que lorsque l'on parle des MOOC, on a une idée un petit peu vieillotte de ce type de formation quelque part. Et est-ce que tu penses que toi, les MOOC, c'est une modalité qui est complètement dépassée ou est-ce qu'ils ont encore de beaux jours à venir devant eux? Je pense que c'est le terme de MOOC qui vieillit, mais parce que à un moment donné, ça a tellement été un truc tellement mis en avant. Enfin, dans les années 2013-2015, il y avait un article par jour, quoi. C'était vraiment le truc qui allait révolutionner l'enseignement. Bien sûr que non. Mais c'est vrai que du coup, c'est un peu retombé et maintenant, ça a été remplacé par d'autres dispositifs quelque part. Et ça, c'est d'une certaine façon, c'est normal, c'est les cycles de vie des dispositifs. Malgré tout, je pense, de l'expérience que j'ai, notamment au CNFPT, il y a encore des sujets ou des publics qui peuvent avoir un vrai intérêt à ces dispositifs. Je pourrais t'en citer trois, peut-être, là, de ce qui me vient en tête. Il y a les MOOC un peu citoyens. Tels que ceux qui peuvent être développés par l'Université des Colibris sur la gouvernance partagée, le développement durable, ces choses-là, où finalement les gens, donc là ça s'adresse aux citoyens et où tout un chacun peut se sentir concerné à avoir envie de suivre ces dispositifs-là. Et ils marchent bien ces MOOC-là encore. Ensuite, alors là, pour le coup, de l'expérience que je peux avoir au CNFPT, il y a beaucoup de gens qui suivaient les MOOC du CNFPT parce qu'ils préparaient des concours. Et c'est vrai que l'intérêt de ce type de dispositif par rapport aux ressources éducatives libres, c'est qu'elles sont structurées, elles sont pensées avec une progression, elles ont déjà été pensées par un formateur derrière. Alors qu'aller chercher des formations, du coup des ressources à droite à gauche, ça demande du temps, on ne sait pas si elles sont actualisées. Et du coup, les gens qui préparent des concours, alors pour le coup, moi je parle des concours administratifs, mais en tout cas de la fonction publique territoriale, mais il y en a d'autres, et qui pourraient tout à fait être intéressés par... c'était un public important des MOOC du CNFPT, c'était des gens qui préparaient les concours. Et puis peut-être le dernier, c'est des MOOC hyper spécifiques. Alors là encore, je vais parler d'un exemple que je connais. Au CNFPT, on a lancé un MOOC qui s'appelait « Les régies d'avance et de recettes » pour les régisseurs dans les collectivités territoriales. N'étant pas fonctionnaire, n'ayant pas travaillé dans des collectivités territoriales, je ne savais même pas que ce métier existait. Et alors franchement, quand ce MOOC est sorti, je me disais, mais qui va s'inscrire à ce truc-là, quoi? Faut que c'est quand même hyper particulier. C'est alors une niche, hein, pour le coup, on est dans une super niche. Et c'est un MOOC qui a fait, je sais plus, mais je sais plus exactement les chiffres, mais 7, 8, 9, 10 000 personnes. Parce qu'en fait, les gens qui sont... il y en a beaucoup, en fait, des régisseurs, et ils n'ont pas accès à moult formations sur leur domaine. Et du coup, alors les formations qui sont organisées, les formations classiques, présentielles, qui sont organisées, elles sont pleines. Il n'y en a pas assez. Et du coup, les gens se sont formés avec ce MOOC-là, quoi. Donc, il y avait une vraie demande et du coup, un vrai public, quoi. C'était très étonnant. Même nous, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde d'inscrits sur ces dispositifs-là. Donc voilà, je pense qu'il y a encore des possibilités sur ces... Et puis, peut-être encore un dernier point, c'est que ça permet de former des gens qui sont
habituellement formés dans des silos. Je prends l'exemple du premier sur lequel j'ai travaillé, qui était sur la promotion de l'activité physique des jeunes. C'est un sujet pour lequel l'agence pour laquelle je travaillais voulait former des enseignants, des infirmières scolaires, des professionnels de santé divers et variés, des parents, des clubs sportifs. Mais pour former tous ces gens-là, on organise des cycles de formation pour chacun de ces métiers-là, ou alors on organise un MOOC qui recentralise, qui permet aussi de faire de la transversalité et de les former ensemble dans un même dispositif. C'était ça aussi l'usage. Et du coup, il y a encore, voilà, cet usage-là, il peut encore, ces besoins-là, en tout cas, il peut encore exister, quoi. D'accord, bah écoute, c'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup, Stéphanie. Donc, comme d'habitude, j'indiquerai donc dans les notes de l'épisode ton contact LinkedIn, donc si des auditeurs souhaitent échanger avec toi. Et j'indiquerai également le lien de ton site Graines Digital. Voilà, comme ça, si les auditeurs souhaitent s'inscrire à ta newsletter, et d'ailleurs, je la recommande parce qu'elle est vraiment très, très intéressante. Je te remercie beaucoup. Voilà. Et donc, écoute, merci Stéphanie. Moi, j'ai vraiment été ravie d'échanger avec toi. C'était un épisode très intéressant. Pareillement, avec plaisir. Merci. À très bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.